David Topiac est le président du PETR, Porte de Gascogne. Et là, on est dans le Gers. Guillaume Basset, le directeur du programme Territoire d'Industrie à l'ANCT. Sylvain Dorschner est le directeur général de Grand Est Innov. C'est l'agence d'innovation et d'attractivité du Grand Est. Et puis Olivier Faron, notre hôte, l'administrateur général du CNAM, va nous rejoindre, car on va parler formation. Installez-vous, messieurs. Voilà. Tout à l'heure, on avait une table ronde entièrement féminine. Maintenant, elle est masculine. Je dis ça pour ceux qui nous auraient rejoints à midi, qui trouveraient que ça manque un peu de parité. Précisons-le quand même. Et donc, comme tout à l'heure, eh bien, avant de rentrer dans le débat, on va sortir de l'amphithéâtre et on va aller en image sur un territoire. Et bien sûr, on va chez vous, David Topiac. On va à l'île Jourdain et on va regarder comment une filière vélo pourrait changer les choses dans ce pays des portes de Gascogne, dans le Gers. On a décidé de faire vivre, de continuer de faire vivre et revivre encore plus le centre-ville de l'île Jourdain. Il faut que les Lillois ou les habitants du territoire de la Gascogne toulousaine, ils trouvent sur place ce qu'ils ont besoin au niveau commerce, au niveau médical, au niveau administratif et tout, pour éviter une fuite en avant sur Toulouse. La majorité des vélos produits sur la planète sont réalisés en Asie. Nous avions tout en France dans les années 80. Il faudra peut-être un peu de temps, mais en tout cas, la prise de considération des élus, des collectivités, des opérateurs du métier aujourd'hui nous laisse croire qu'on peut y arriver. Je crois qu'aujourd'hui, les territoires sont tous en train de se positionner pour se différencier, mettre en avant les particularités qui font un peu la dynamique du territoire. Nous avons la chance d'avoir un industriel. Il a réussi à constituer au niveau de la région Occitanie un cluster vélo et nous souhaitons capitaliser sur cette expérience pour faire une particularité de notre territoire et le rendre visible à l'échelle nationale et même internationale. Petite ville de demain, on va être sur des clés d'idées opérationnelles pour adapter le territoire à l'accueil de ces projets en termes d'urbanisme, de foncier, d'accueil de population, puisqu'il faut accueillir aussi des salariés. Si on dézoome et qu'on se positionne vis-à-vis du projet Petite Ville de demain, on est là pour accompagner le projet de territoire des collectivités qu'ils vont développer autour de Petite Ville de demain. On leur met à disposition des outils, on facilite les procédures administratives. L'idée, c'est que les collectivités aient qu'une seule porte d'entrée pour avoir accès à l'ensemble des outils mis à leur disposition par l'État. Voilà, donc là encore, un montage, un partenariat entre les services de l'État et puis les collectivités, qu'il s'agisse de la commune et puis du PETR. Guillaume Basset, vous êtes le directeur du programme Territoire d'Industrie à l'ANCT. Alors, est-ce qu'il y a une particularité dans le programme Petite Ville de demain avec un croisement sur un projet de territoire d'industrie? Pour vous, quels sont les facteurs de réussite pour un projet industriel dans une petite centralité? Bonjour à tous. Alors, premièrement, je pense que les petites villes de demain ont une carte vraiment centrale à jouer, en tout cas en matière industrielle.
on a à peu près 71%, et on dit souvent que la France est leader en matière d'investissement étranger, notamment en matière d'investissement industriel étranger. On regardait les chiffres de l'an dernier, on a 71% des investissements industriels et étrangers qui se font dans des communes de moins de 20 000 habitants. Donc pour l'essentiel, dans des territoires qui sont petites îles de demain. Et donc évidemment, il y a cette dimension-là à prendre en compte. Alors ça, c'est, j'allais dire, le stock. Mais est-ce que le flux, il est... Alors, voilà. Les créations, où elles sont les créations aujourd'hui ? Alors, les créations, elles se font en particulier en dehors des territoires métropolitains, les 3/4, et en particulier zones rurales, petites villes et ce qu'on appelle les villes médianes, les villes Action Cœur de Ville. Là où effectivement ce programme Petite Ville de demain est aussi très important, c'est sur tout ce qui tourne autour d'un projet d'implantation, ce que disait le président du PETR, donc l'ensemble des dimensions qui vont concourir à le sujet du foncier, qui est en train de devenir de plus en plus rare, le sujet du foncier productif, on le voit d'ailleurs dans le Gers, le sujet des compétences, et les ministres ont pris un certain nombre d'initiatives, et notamment avec l'administrateur général du CNAM pour recréer des centres de formation dans les petites villes. On a lancé aussi récemment une initiative sur les écoles de production. Donc le sujet du foncier, le sujet des compétences, et puis l'ensemble des facteurs qui vont concourir à donner envie aux investisseurs de s'implanter dans vos villes. Et donc c'est le sujet évidemment de l'attractivité du territoire, le sujet du logement, le sujet des écoles, le sujet de la petite enfance. Et voilà, tous ces éléments sur lesquels vous agissez très concrètement. Alors bon, le récit de l'île Jourdain là qu'on vient de voir, c'est celui d'un territoire qui construit son attractivité, qui s'adosse aux talents locaux. Et dans le Grand Est où vous êtes, Sylvain Derschner, je rappelle que vous dirigez l'agence d'innovation et d'attractivité de la région Grand Est. Est-ce que vous retrouvez les mêmes ingrédients? Est-ce que aujourd'hui aussi, quelles sont les attentes inverses des industriels par rapport à ces territoires, par rapport à ces petites villes? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Déjà, je trouve que c'est formidable votre communauté. Je ne la connaissais pas, peu. Tout à l'heure, c'était formidable dans la galerie. Et puis, je vois que tout le monde se tutoie. Les ministres tutoient les maires tutoient les ministres. C'est fantastique. Donc, simplement, bonjour. Merci de m'avoir invité dans cette communauté parce que nous, on a vraiment l'autre versant de l'innovation. Et vous allez voir que ça rejoint exactement vos préoccupations. On prospecte, nous, à l'international. Donc, le Grand Est, c'est quoi? C'est 10% du territoire national. C'est pas rien métropolitain. C'est pas rien quand on parle de problème de foncier disponible pour les zones d'activité. Deuxièmement, on a à peu près 5000 communes. 90% rentrent dans le programme Petite Ville de demain. Donc, c'est pas rien non plus. Et troisièmement, en stock et en flux, on a 70% en gros des implantations industrielles qui se passe dans les petites villes de demain. Industriel, hein, industriel, ah, oui. Industriel. C'est-à-dire l'appareil de production. Alors, il faut bien distinguer deux choses. Vous avez l'usine, qui est effectivement localisée à 70%, 72% chez nous, exactement, dans les villes de moins de 20 000 habitants, ces territoires-là. Et vous avez ce que Pierre Valls appelle l'hyper-industrie, c'est-à-dire les fonctions tertiaires, ça a été rappelé tout à l'heure, les services sont un peu moins chez nous. Et c'est l'association des deux qui crée la valeur ajoutée. Et donc, je pense qu'avec le télétravail, je pense qu'avec les demandes, avec le sondage qu'on a vu tout à l'heure, il y a un vrai atout, une vraie possibilité, je crois, d'aller capturer pour vos communes un peu plus de valeur ajoutée, j'allais dire au détriment des villes, mais pas seulement. Pourquoi? Parce que l'industrie se réinvente complètement. Et ça, c'est la deuxième chose qui se passe dans le Grand Est. On accompagne, nous, depuis très longtemps, et Guillaume le sait bien, l'industrie du futur. Et moi, je suis un spécialiste de l'industrie du futur. Je fais ça. Alors, peut-être qu'on va s'y arrêter, là, cette industrie du futur, parce que c'est celle que souhaitent les maires qui sont présents aujourd'hui. Et ça change tout, mesdames et messieurs les maires, parce que vous allez devoir accompagner des usines, des chefs d'entreprise qui ont quelquefois plus forcément envie de le faire, parce que l'âge du capitaine joue aussi dans cette transformation. 3 transfos à la fois, c'est énorme, on n'a jamais vu ça dans toute l'histoire industrielle, 3 transfos à la fois, numérique, environnemental et industriel, robotique, cobotique, IoT, jumeaux numériques, MES, PPS, j'en passe, 40 technos qui en même temps, cumulativement, s'additionnent, se multiplient et obligent à se connecter vraiment à ces nouveaux espaces industriels que les Allemands, qui ont investi à peu près 200 milliards là, au cours des 3 dernières années dans la modernisation de leur appareil productif, que les Chinois
appelle des espaces cyberphysiques. Et là, vous rentrez dans une autre dimension. Et si vous n'arrivez pas à accompagner votre stock d'industriels dans ces mutations, j'y viendrai dans un instant, vous allez tout simplement vous retrouver avec un Minitel qui ne sait pas communiquer avec de l'Internet. C'est aussi simple que ça. Le protocole IP n'est pas connu par ces industriels. Mais là, c'est le problème de l'industriel, de rester dans le coup. C'est pas le problème du maire ou alors Non, mais non, justement, l'industriel, tout seul, c'est compliqué. L'industriel, il a besoin d'avoir une équipe autour de lui. Et l'équipe, c'est l'équipe de la collectivité locale qui l'accompagne. Mais la collectivité locale ne peut pas tout, donc il faut qu'elle s'appuie sur un certain nombre de partenariats stratégiques, que ce soit les agences, que ce soit évidemment les régions, que ce soit les intercos, parce que j'ai compris aussi que dans les territoires d'industrie, on n'était pas tout seul. On en a 13, nous, des territoires d'industrie dans le Grand Est. Et je salue mon collègue tout à l'heure de Meurthe-et-Moselle. Mais on en a 13. On n'est jamais seul, on est une équipe. Et donc, amener toutes ces technologies, comprendre le monde qui vient, c'est une prise de conscience. C'est super important. Et la prise de conscience, ça se fait pas tout seul. C'est pas le chef d'entreprise face à toutes ces mutations tout seul ou juste avec son syndicat. Ça suffit pas. Et puis, il faut une prise de confiance. La prise de confiance, c'est tous ensemble. On est une équipe, on le fait, et on apporte le meilleur des aides. Il y en a plein. On a fait, nous, le recensement européen, national, régional. Il y en a plein. C'est pas le sujet. Alors, il y a les aides, il y a cette triple transformation, et puis il y a la question du foncier qu'évoquait Guillaume Basset. Alors, est-ce que les petites villes, elles ont un avantage comparatif, là ? Mais oui, bien sûr, parce que, je le disais, le foncier, avec zéro artificialisation nette des sols, les compensations de biodiversité, on est en plein dedans. Moi, je prospecte, j'ai plus de produits. Qu'est-ce que je fais ? La prospection à l'international, j'ai de nouvelles espèces à aller chercher. C'est quoi ces nouvelles espèces ? Des gigafactories. Des gigafactories, c'est des gens qui sont venus nous voir, comme Tesla. Ils nous demandent 500 hectares d'un seul tenant. 500 hectares. Personne ne les a en France. Ils sont allés où ? En Allemagne, à côté de Berlin. Ils rasent une forêt au passage. Mais c'est comme ça. Les super zones d'activité qui correspondent finalement à la nouvelle industrie, on ne va pas les faire en endogène. Donc il faut bien les chercher partout dans le monde. Et donc on va prospecter le futur, on va ramener le futur sur nos territoires. Et ces territoires-là, il faut les préparer. Donc le foncier, ça devient vital. Et c'est une alliance, c'est une stratégie, c'est la volonté du maire. Il faut savoir que souvent, les élus qui justement, les habitants qui justement disaient « je viens pour le calme, je viens pour ceci, je viens pour cela », c'est pas dans mon jardin, je ne veux pas cette usine dans mon jardin. Donc il faut des usines plus modernes, plus sobres, plus résilientes, qui ont zéro carbone, zéro rejet, qui apportent des emplois à haute valeur ajoutée. Et donc là, l'alliance, elle n'est pas que sur le foncier. C'est pas une volonté de faire une prédation sur le foncier parce qu'on en a besoin pour le futur d'une région. C'est un ensemble de choses. Le maire, il a aussi la responsabilité de l'accueil des gens. C'est immense, on l'a vu tout à l'heure. La qualité de la vie qui est proposée, la vie sociale, bien évidemment. La vie sociale, l'habitat, évidemment, et puis la possibilité de prendre les enfants. Etc. Vraiment, il y a tout l'environnement autour de ça. Mais il y a aussi la formation, ça a été dit tout à l'heure. Les campus numériques, etc., c'est majeur parce que en même temps que vous modernisez, en même temps que vous transformez votre entreprise, les compétences, elles montent à l'intérieur de... Alors, justement, on va passer la parole à Olivier Faron quand on va parler compétences. Vous avez chacun un micro, normalement. Voilà. Ah ben voilà, il avait piqué votre micro. Donc aujourd'hui, cette montée en compétences nécessaires sur les territoires, sur des petites villes, comment vous pouvez les accompagner ? Vous avez rapidement tout à l'heure expliqué votre démarche qui était partie d'Action Cœur de Ville, si je me souviens bien, avec des implantations. Mais on voit la nécessité d'irriguer large avec les petites villes de demain aujourd'hui. Oui, merci beaucoup et très heureux de parler après Guillaume Basset, après le collègue du Grand Est, puisque avec Territoire d'Industrie, nous avons désormais un appel à manifestation d'intérêt commun, et c'est très important de le rappeler. Et puis Grand Est, c'est la région, le hasard fait bien les choses, on a le plus de nouveaux cœurs de territoire. Alors, avec Cœur de Ville, donc on a monté l'opération Cœur de Territoire et c'est aujourd'hui à peu près 70 centres qui ont été reconnus. Mais l'idée, c'est évidemment d'élargir, d'aller vers ces petites villes de demain avec deux préoccupations. D'abord, on a commencé à reconnaître un certain nombre de petites villes de demain, je l'ai dit très brièvement, Guingamp, Vittel, et puis évidemment, on est très ouvert à d'autres propositions. Quel est le constat que nous faisons ? Le constat que nous faisons, c'est qu'il y a pas mal d'emplois non pourvus.
il y a pas mal de gisements, c'était rappelé, hein, d'industries extrêmement pertinentes qui ont des beaux projets de développement et souvent, mais j'allais dire très souvent, manquent les compétences en face. Dans le Grand Est, on était par exemple à Chaumont et un industriel nous disait ben voilà, j'ai pas les compétences en mesure, en robotique, donc je ne peux pas développer mon entreprise. Donc qu'est-ce que nous faisons? D'abord, tout part de la volonté des élus et je voudrais vraiment saluer la présence des élus et surtout leur volonté d'aller vers plus de formation, plus de montée en compétences. C'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est d'analyser quels sont les besoins réels et comment on peut progresser toutes et tous ensemble. Et après, c'est d'apporter la bonne réponse. La bonne réponse, elle est forcément la réponse qui va permettre un développement économique et social de la petite ville de demain. Économique, c'est d'aller vers les entreprises, c'est d'apporter aussi, j'allais dire, des savoir-faire qui souvent sont très liés à la recherche. Ce n'est pas forcément parce que la ville est plus petite qu'elle n'a pas un besoin assez sophistiqué en intelligence artificielle, en robotique. Quand vous allez à Guingamp ou à Vittel, ça se passe comment? Parce que effectivement, vu du siège du CNAM, ça peut paraître un investissement important avec, il faut y mesurer les potentialités du territoire pour commencer, j'imagine. Alors, la première chose, vraiment, encore une fois, c'est vraiment d'écouter les élus. La deuxième chose, c'est d'écouter les responsables économiques. Et j'allais dire, la troisième chose, c'est aussi d'avoir une force de regroupement de tous ceux qui jouent un rôle dans la formation. Les patrons de lycées professionnels font un formidable travail. Donc nous pouvons les écouter, mais les sociétés, nous avons un partenariat par exemple avec ADECO, le travail temporaire a besoin de formation. Nous avons des partenariats avec les chambres des métiers de l'artisanat, donc c'est vraiment, et c'est la force de ces programmes, ça a été la force du programme Cœur de Ville, c'est la force de Territoire d'Industrie, c'est j'en suis sûr la force qui va être celle de Petites Villes de demain, c'est voilà, cette envie partagée, cette envie commune. Donc, et un diagnostic partagé donc, sur le bassin d'emploi. Il faut le bon diagnostic. Je plaide pour qu'on ait encore plus de données publiques sur l'emploi accessible pour les organismes de formation. C'est toujours un message non subliminal que je fais passer. Et puis après, à nous de construire avec les acteurs. Quelles sont les forces du CNAM? Et vous posez la question, c'est que nous avons déjà 150 centres dans les territoires avant l'opération. Nous en aurons 100 avec les 3 opérations que j'ai mentionnées. Et puis la force, c'est de faire le bon équilibre entre du bon numérique, parce que voilà, on ne pourra pas s'implanter avec un centre physique partout, mais du bon accès aux formations digitalisées, et puis de l'hybridation, c'est-à-dire faire venir aussi des intervenants en présentiel quand ça sera possible, et puis de répondre à toutes les attentes. Développement économique, juste, si vous me permettez, une phrase aussi sur le développement social. Il y a beaucoup de jeunes qui ne partent pas des territoires un peu par un effet de résignation, pas par un effet volontaire. On sait que si le jeune part d'une ville d'Action Cœur de Ville ou d'une petite ville de demain pour la métropole, souvent il ne revient pas. Donc nous avons monté des opérations que l'on baptise d'inclusion sociale. Nous avons monté un bac+1 dans lequel nous croyons beaucoup pour les bacheliers professionnels. Toutes ces formations qui redonnent de la confiance à ce jeune qui n'a pas réussi à s'exprimer alors qu'il a un gros potentiel. Donc, il faut aussi fidéliser. Nous faisons des opérations, notamment avec des industriels, pour essayer de donner un avenir à ces jeunes qui souvent sont plus résignés que dans l'envie de se projeter. Et ça, je pense que c'est très important d'associer aussi toute la jeunesse à ces programmes. Merci Olivier Faron. Effectivement, développement économique, mais aussi développement social. Et là encore, la meilleure inclusion des jeunes, elle passe par l'emploi. David Topiak, alors on a vu ce beau pays que vous présidez et on a vu aussi l'articulation entre le PETR et puis la centralité, l'île Jourdain. Quels conseils vous donneriez à vos collègues et comment travailler aussi avec les services de l'État dans ce genre d'opération, de ce genre de montage? Oui, alors merci pour votre invitation. C'est avec un grand plaisir qu'on participe aujourd'hui à ce séminaire sur Petite Ville de demain. Alors, effectivement, là, j'interviens plus en tant que président du pays Porte de Gascogne, sur lequel nous sommes engagés sur un territoire d'industrie depuis 2019. Nous avons signé la convention en 2020 avec Guillaume Basset. Effectivement, je reprendrai ce que disait Guillaume Basset tout à l'heure, c'est une histoire d'attractivité. C'est-à-dire que l'attractivité, elle doit être réalisée au niveau pertinent. Et effectivement, chacun des maillons dans ce qu'on appelle des fois péjorativement le millefeuille territorial a un rôle à jouer. Et de manière constructive, effectivement, le
le pays Porte de Gascogne, lui, se positionnant sur un territoire d'industrie, travaille sur l'attractivité industrielle à l'échelle régionale, nationale et peut-être même internationale, sur la constitution d'un cluster vélo, qui est un des sujets de territoire d'industrie, à côté des sujets plus traditionnels que sont l'industrie agroalimentaire pour le Gers ou l'aéronautique, puisque nous sommes en proximité de la région toulousaine et qu'il y a une sorte de déversement de l'activité aéronautique sur notre territoire par proximité. La construction également, voilà. Mais au-delà de cette attractivité industrielle qu'on essaie de développer avec Denis Briscadieu, qui porte un cluster autour du vélo, si elle n'était pas secondée par une attractivité, comme vous le disiez, au niveau social, au niveau de l'habitat, une gestion du foncier, et là on se retrouve sur des compétences qui sont du bloc communal, communauté de communes, et donc l'enjeu de Petite Ville de demain et cette capacité à accompagner les communes pour réfléchir, se projeter sur la gestion du foncier, la gestion au travers d'un document d'urbanisme des zones ouvertes à la construction, de la revitalisation du centre urbain, de la proposition de services à un milieu rural est vraiment stratégique. Alors, pour rebondir sur ce qui se disait ce matin aussi, c'est vrai que le problème de l'échelle, souvent entre le recrutement de chefs de projet qui est peut-être plus sur la commune et une communauté de communes qui porte certaines compétences comme l'OPH parfois peut poser problème. Dans le Gers, nous avons l'avantage d'avoir un tissu de Petite Ville de demain assez important, qui fait écho à une démarche qu'avait engagée la région Occitanie quelques années avant, qui s'appelait un dispositif Bourg-Centre, et donc d'avoir majoritairement les chefs de projet qui étaient recrutés à l'échelle de communautés de communes, ce qui rend les choses plus simples, puisque le pays, lui, n'a ni de mission ni d'implication de Petite Ville de demain. Nous portons juste une expérience aussi de travail en commun et dans une optique de développement. Exactement. Et donc dans ce cadre-là, nous avons une chargée de mission, Charlotte Champoiseau, qui est ici présente aujourd'hui, chargée de mission sur le territoire d'industrie, et donc tout l'objectif est de se coordonner avec les chefs de projet pour travailler de manière plus transversale sur l'attractivité du territoire. On peut constater d'ailleurs, dans tous les témoignages d'élus qu'on entend depuis ce matin, c'est cette culture commune de construction, de développement qui parfois peut venir de loin. C'était Naïmi Bourg, après ça a été sur le commerce, vous c'est dans une logique de pays. Tout cela suppose que tous les acteurs autour de la table, ils sont sur la même longueur d'onde. C'est ça qui est important. Exactement, les acteurs élus. Puis on parlera, c'était aussi une partie de votre question. Des services de l'État. Des services de l'État. Alors, dans l'accompagnement qui est réalisé, déjà, le fait que, un peu dans le même principe que Petite Ville de demain, avec Territoire d'industrie, on bénéficie d'une aide à l'ingénierie directe avec un financement du poste de chargé de mission, ce qui est quelque chose d'important, comme pour les postes de chef de projet pour Petite Ville de demain. Je crois que c'est un enjeu important, la capacité d'ingénierie des territoires pour porter leurs projets. Derrière, nous avons aussi, dans le rôle d'accompagnement et de facilitation, la secrétaire générale de la préfecture, Edwige Dara, que vous avez vu en vidéo, particulièrement active à nos côtés pour jouer un rôle de facilitateur en mettant tous les services de l'État autour d'une table quand nous avons un projet où il y a des enjeux de foncier, d'urbanisme, de loi sur l'eau parfois. Et de beaucoup de normes. Exactement, on arrive à avoir une mobilisation rapide de tous les responsables des services de l'État concernés et à faire un état des lieux. Et ce que je trouve de nouveau dans territoire d'industrie, je pense qu'on a un peu le même phénomène en Petite Ville de demain, c'est que nous avons désormais à nos côtés des représentants de l'État, incarnés là par la secrétaire générale de la préfecture, qui sont dans un rôle de développeurs, de développement local. Voilà, des développeurs qui travaillent sur le développement local et qui sont vraiment à nos côtés pour trouver des solutions. Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, il y a effectivement Guillaume Basset avec ses équipes au sein de l'ANCT qui nous ont permis de bénéficier de l'offre de services et de la mise à disposition de bureaux d'études, dans notre cas d'EY, pour mener une étude sur la mise en œuvre d'une unité d'assemblage de vélos, étude qui a été menée en début d'année. Puis là, nous sommes sur une deuxième étude avec la Banque des Territoires, d'autres partenaires, Toulouse Métropole aussi, puisque nous avons un contrat de réciprocité avec Toulouse Métropole, pour avoir une relation, on fait une discussion entre urbain et rural, essayer de réfléchir à ces relations. Voilà, donc on est vraiment dans une relation nouvelle avec les services de l'État et un accompagnement au plus près pour répondre à des projets de développement local et puis d'attractivité du territoire.
Alors, industrie, mais aussi artisanat, services, tout ce qui va être le développement économique. Si vous souhaitez intervenir, mais aussi poser des questions à nos intervenants, qu'il s'agisse de la formation, des programmes territoires d'industrie qui se couplent avec le petite ville de demain, et puis également nous dire les difficultés que vous pouvez rencontrer sur vos territoires et dans vos projets. Qui souhaite intervenir? Voilà, vous avez le micro, allez-y. Oui, merci, bonjour. Une petite question, vous parlez de... Vous présentant, s'il vous plaît. Pardon, Yannick Pack, maire de Beaurepaire, dans l'Isère. Vous parlez de pénurie de foncier, etc. On est aussi très contraint par les SCOT qui, on va dire à l'échelle supérieure de l'EPCI, définissent des choses pour des durées qui sont 5-10 ans. Aujourd'hui, du ténement foncier, il peut nous en rester, mais on est contraint par les règles du SCOT et on ne peut pas y accéder. Est-ce qu'il y a des possibilités avec PVDD de pouvoir contourner ces contraintes? C'est assez direct, mais c'est nécessaire. Vous avez vu des difficultés sur votre... Alors, le département du Gers porte un SCOT, c'est le plus gros SCOT en termes de surface de France, alors ce qui laisse assez penseur, mais bon, on avance, il sera finalisé à la fin de l'année, effectivement, on va avoir des contraintes. Alors, on travaille aussi sur la requalification, je veux dire, dans la mutation que nous connaissons, il va falloir être innovant, donc... On parlait tout à l'heure de friches, donc il faut requalifier les friches, faire appel au dispositif de l'État. Certaines régions portent aussi... Jacqueline Gouraud a évoqué le fonds friche, justement, qui était doublé. Ouais, et je pense que dans la logique de raménagement, reprendre la main sur le centre d'une commune, c'est aussi requalifier les entrées de la commune. Et voilà, on voit bien que sur les Jourdains, par exemple, il y a une volonté de maîtriser la croissance démographique assez importante du fait de la proximité toulousaine, qui accueille beaucoup de nouveaux habitants, et donc d'essayer de requalifier certaines zones qui étaient un peu à l'abandon pour les restituer soit en zone d'activité économique et plutôt remettre de l'habitat au centre de la ville. Donc, effectivement, il y a une contrainte forte, on ne va pas se voiler à la face. Je ne pense pas que Petite Ville de demain vienne apporter une réponse là-dessus, ni territoire d'industrie. C'est une vague de fond. Là. Il va falloir s'adapter. Par contre, je pense que dans l'innovation et dans la façon différente de voir l'aménagement de nos territoires et de capter les moindres zones disponibles pour les valoriser, je pense que voilà, l'enjeu sera là. Sylvain Dorschner. Oui, alors, merci de me passer la parole parce que la question du foncier est absolument vitale pour les années qui viennent. Si on veut effectivement continuer à pouvoir attirer des investissements directs étrangers, Guillaume le disait tout à l'heure, la France, c'est aujourd'hui en Europe la première destination des IDE. C'est 50 milliards par an, c'est pas rien quand même, 50 milliards. En stock, c'est 1500 milliards, donc on est quand même... Des entreprises intermédiaires. Alors non, c'est les investissements directs étrangers, toutes les fonctions sont comprises dedans dans les 50 milliards. Donc vous avez à peu près tout, mais ça arrive toujours quelque part sur du foncier. Donc... ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, à propos de zéro artificialisation nette à l'intérieur des SCOT, on espère déjà que ce sera interscot, mais moi je plaide pour quelque chose de beaucoup plus fort, c'est que ce soit une compensation possible à l'intérieur d'une région, tout simplement parce que c'est là que ça a de la valeur ajoutée pour de vrai. En Allemagne, ils ont eu le même problème. Ils le gèrent maintenant entre les Landes. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important à avoir comme boussole. C'est que si on n'arrive pas à gérer les problèmes de compensation de la biodiversité qui sont très importants, et on le comprend, par des solutions un peu ingénieuses, par exemple en utilisant les accotements routiers qui sont très peu utilisés pour faire de la biodiversité du futur. Donc ça, c'est intéressant. On peut réfléchir là-dessus. On peut aussi réfléchir à des compensations à l'intérieur des régions en ce qui concerne le foncier, parce que le foncier productif n'a pas la même valeur ici et là. Et en réalité, on peut très bien utiliser du foncier productif pour être très attractif au niveau international à tel endroit et on va dire non artificialiser certains sols ailleurs, mais qui peuvent servir au processus productif. Ça veut dire que vous réfléchissez vous-même du Haut-Rhin jusqu'aux Ardennes en essayant de créer des... On n'en est pas là, évidemment, parce que c'est des questions qui sont nouvelles, qui sont posées. La loi résilience et climat et ses décrets
décret d'application, c'est en plein dedans. Je ne suis pas en train de dire que le message est ce que nous avons déjà posé dans le Grand Est. Mais moi, je suis un prospecteur. Et un prospecteur, il a besoin de foncier. Et s'il n'a plus de foncier, il n'est plus en capacité de prospecter. Et donc, c'est la question globale qu'on doit se poser tous ensemble. Comment on arrive à faire du foncier intelligent? Et moi, je ne sépare pas du foncier qui serait à haute valeur ajoutée pour l'international, du foncier qui le serait peut-être un peu moins, parce que ce foncier qui est un peu moins, figurez-vous que nous, on en a besoin pour justement les zones d'activité du futur. On a parlé tout à l'heure de l'industrie du futur. Le pendant, c'est d'avoir des zones d'activité du futur. On a identifié 40 technologies, comme la 5G, comme l'hydrogène, comme tout simplement le smart grid, comme l'écologie industrielle et la sécurité by design, comme ils disent, etc. Il y a des zones comme ça. Et les batteries avec tout l'écosystème vous avez tout. Et là, pour le coup, les agriculteurs, nous, dans le Grand Est, l'agriculture, c'est 16% de la valeur ajoutée. Juste derrière l'industrie. L'industrie, on est la 3e région le Grand Est, c'est la 3e région de France. 20% de notre valeur régionale brute dépend de l'industrie. 16% dépend de l'agriculture. Et nous, on a besoin de l'alliance des deux, c'est-à-dire que les zones d'activité du futur pourront être alimentées, y compris en énergie, nous le pensons, grâce à une agriculture qui soit aussi tournée pour partie vers ces préoccupations-là. Donc ce que vous avez posé comme question, monsieur, ça pose une question nationale pour la France. Et quels sont les types de projets qu'on peut encore accueillir demain, où et comment, et surtout ne pas faire de dichotomie entre les territoires, donc que chaque territoire trouve sa place dans ce grand jeu de rôle. Ça veut dire aussi que si on implante une entreprise qui crée beaucoup de valeur à tel endroit du territoire, moi je plaide plutôt pour qu'on trouve des possibilités de compensation en valeur ajoutée sur les territoires qui auront évidemment gelé, qui auront permis cette compensation. Donc il faut qu'on soit juste et équitable, sinon ça ne marchera pas. Une proposition, mais qui tient compte des périmètres qui seront retenus par les élus. Et Guillaume Bassé, alors là, il ne s'agit pas de dire on va compenser en Auvergne-Rhône-Alpes entre l'Isère et le Cantal, mais de répondre aux problèmes d'un maire et d'un élu de l'Isère. Non, mais je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire c'est une tendance de fond. Je pense qu'avec une exigence qui va devenir de plus en plus croissante, cela étant, il y a des solutions concrètes qui existent. Donc, dans le cadre de territoires d'industrie, on essaye de pousser le concept de site industriel clé en main. Et on le fait en lien avec les régions, les agences régionales de développement. Donc, en gros, ce sont des terrains pour lesquels en fait, on a anticipé l'ensemble des procédures. Souvent, les industriels nous disent le sujet, ce n'est pas le sujet de l'exigence environnementale, c'est le sujet de l'articulation déjà des différents services qui gèrent, tel service gère les autorisations environnementales, l'autre service gère l'archéologie préventive, les services de l'EPCI gèrent l'urbanisme. Donc, essayer de recenser des terrains sur lesquels l'ensemble des procédures administratives ont été anticipées et de prendre des garanties de délai vis-à-vis des investisseurs. Donc, on a aujourd'hui à peu près 120 sites industriels clés en main. Je pense que les petites villes de demain peuvent porter aussi de nouveaux sites clés en main. Et on essaye aussi de réfléchir à la notion de site industriel de demain. Les industriels ont des exigences aussi qui évoluent parce que le profil des salariés évolue, parce qu'il y a des exigences aussi environnementales plus importantes, parce qu'il y a des enjeux de protection des données. Et au fond, qu'est-ce que c'est un site industriel de demain par rapport à ces enjeux-là? Et donc, on expérimente sur 8 sites clés en main un travail prospectif à la fois individuel et collectif où les intercommunalités travaillent ensemble sur le devenir de... Quelques paramètres là, pour identifier ce site industriel de demain Ils vont s'interroger, par exemple, l'impact d'un certain nombre de technologies que Sylvain a évoqué. Le sujet de la protection des données, du stockage de données. Est-ce qu'il faut construire ou pas un data center à proximité des entreprises? Je sais que vous êtes en train d'en construire un à Auch. Voilà, ce type de... Le sujet des compétences aussi. Alors les compétences et de l'appareil de formation, j'imagine Olivier Faron, qui récupère son micro. Juste un mot sur cette question des compétences. Les outils ont quand même considérablement changé. Un mot sur ça. Et ça répond un peu aux deux préoccupations que j'avais un peu présentées rapidement. La première chose, c'est quand même le rôle du compte personnel de formation, qui va être un formidable outil
dont on peut penser qu'il n'est pas forcément assez connu de nos concitoyennes et de nos concitoyens. C'est quand même un fabuleux outil qui a été créé, qui est à disposition de chacun, qui est très souple d'accès avec l'application et qui permet d'avoir un vrai droit à la formation. Donc évidemment, nous, vu du CNAM, on plaide pour que ce compte personnel de formation soit utile, bien sûr, pour chacune des personnes, mais aussi pour son territoire, pour les industriels du territoire, et que ce compte personnel de formation s'insère dans une dynamique de croissance. Soyons très clairs, ce compte, il peut désormais être aussi abondé. Il y a plein d'exemples. L'entreprise peut dire, le salarié ou le demandeur d'emploi investit, je rajoute de l'argent pour que, évidemment, il y ait une vraie synergie avec le besoin avéré. Et puis, il peut être aussi abondé par les collectivités territoriales. Le compte personnel de formation, c'est vraiment un formidable outil pour la montée en compétences. L'autre outil qui démarre de façon exceptionnelle avec une vraie révolution culturelle, c'est bien sûr l'apprentissage. Le pays a franchi le seuil de 500 000 apprentis. Donc, nous allons aller encore plus loin. On peut ouvrir des filières en apprentissage très déconcentrées. Il n'y a plus toutes les lourdeurs qu'il y avait. Donc, l'apprentissage est vraiment le bon levier aussi pour l'ensemble des jeunes d'une collectivité. Et puis la troisième chose, c'est qu'il va y avoir aussi dans les petites villes de demain un certain nombre de personnes qui viennent d'autres réalités, de métropoles qui peuvent télétravailler, ou de personnes qui privilégient la qualité de vie à celle qui existe dans certaines grandes métropoles. Ils vont arriver avec un potentiel assez élevé, ils vont avoir un besoin de formation, ils vont avoir besoin de se former. Autant dire que c'est un nouveau public qui va challenger les organismes de formation. La bonne nouvelle étant pour le CNAM que beaucoup des organismes de formation, les plus gros d'entre eux, ont plutôt des horizons internationaux et qu'en définitive, une politique qui va dans les territoires, qui fait de la capillarité territoriale, c'est votre marque de fabrique, faut le dire. Pour faire un peu de publicité, c'est quand même ce en quoi nous croyons, d'être présents partout auprès de l'ensemble de nos concitoyennes et concitoyens. Merci, monsieur l'administrateur général. Alors, Guillaume Basset, on arrive au terme de cette séquence. Peut-être avoir en tête ce qui fait le bon terreau pour ces activités industrielles, bien sûr, mais au-delà des activités de développement économique pour des petites villes qui sont attractives. Les 18-34 ans veulent y aller. Donc, il faut qu'ils soient acteurs de ce territoire et qu'ils y trouvent de l'emploi, de l'activité, et donc du développement et de la création de richesses, tout simplement. Je dirais que le bon terreau, c'est d'abord la confiance, en fait, la confiance entre les acteurs et la capacité à porter des projets. Et c'est là la plus-value de Petites Villes de demain. Je conclurai de mon côté par une étude qui a été menée par des chercheurs pour le compte de la Fabrique de l'Industrie, qui est présidée par Louis Gallois. Et ils ont regardé sur plus d'une centaine de territoires la dynamique de l'emploi industriel, et en essayant de la raccrocher à un certain nombre de facteurs. Et ils ont dit à peu près 52% de la dynamique industrielle d'un territoire est liée à ce qu'on appelle les conditions macroéconomiques, mais sur lesquelles, dans un contexte de mondialisation, on a peu de prise. On a un peu de prise, mais relativement peu. Ça peut être le taux de change, ça peut être la concurrence, ça peut être la compétitivité, évidemment, 52%. 10% liés à la spécialisation sectorielle. Et en France, souvent, la politique industrielle, elle a été construite sur une politique de grande filière. C'est un peu l'approche pompidolienne, voilà, grande filière. Et c'est quelque chose qui est encore très présent dans le logiciel français. Et 38% de l'emploi industriel est lié à ce qu'ils appellent l'effet local. Et l'effet local, c'est la confiance, c'est la capacité des acteurs industriels déjà à travailler ensemble, à aller au-delà de leur seul business, déjà important, mais de pouvoir monter des projets ensemble, la disponibilité de foncier, la capacité des acteurs publics, locaux à être réactifs, à aller les voir, aller à leur rencontre. Donc 38%. 38% versus 10% liés à la spécialisation sectorielle. Alors voilà, je pense que c'est un élément important, et c'est vous dire que voilà, le développement industriel, il vous concerne. C'est certes pas une compétence des mairies en tant que telle, mais vous pouvez avoir un rôle qui est déterminant. Et nous, dans le cadre de territoire d'industrie, il y a évidemment un enjeu
de coopération, de travail entre les chargés de projet, les chefs de projet qui sont soit dans les EPCI ou, on parlait dans le Gers par exemple, dans le PETR, et les chargés de projet Petites Villes de demain. Et donc c'est une seule communauté. Il faut vraiment qu'on avance. Et puis les services déconcentrés de l'État comme facilitateurs. Ce matin, Jacqueline Gouraud disait un État facilitateur, accompagnateur, animateur. Et c'est aussi là l'intérêt du croisement de programmes comme celui que vous portez. Messieurs, merci. On peut les applaudir.